Enki Bilal, nous vous recevons à la Galerne pour la parution de La couleur de l'air, paru chez Casterman, bien sûr. Avant de parler de La couleur de l'air, vous avez souvent proposé des trilogies, voire des tétralogies à vos lecteurs, et vous dites qu'il faut bien 3 histoires pour faire le tour de vos personnages. Des personnages, oui, bien sûr, mais aussi des thèmes. Hein, ce sont des thèmes souvent assez à la fois complexes et qu'il est difficile de traiter, je pense, d'une seule traite. Voilà, je considère que le temps qui s'écoule entre chaque volume donne la possibilité d'une maturation. Et un sujet comme par exemple le sujet sur l'obscurantisme de la tétralogie précédente, était extrêmement lourd, et c'est un sujet qui en plus s'est déroulé dans le temps, puisque entre le premier épisode qui était le sommet du monstre et le deuxième, ou après, juste d'ailleurs après le deuxième, après le 32 décembre, est arrivé ce fameux 11 septembre que tout le monde, que personne n'a oublié, qui est une fracture absolue dans le début du 21e siècle. Et donc ça prouve qu'effectivement il faut du temps pour développer certains thèmes. Alors la trilogie du coup de sang, c'est un peu la même chose, hein. Et il faut une réflexion. Voilà, c'est une fable mais qui mérite réflexion. Et donc les personnages eux-mêmes, ça leur donne le temps de se développer. Là, en l'occurrence, ils ne se développent pas puisqu'à la fin, ils perdent leur mémoire. C'est plutôt l'inverse. Mais ça, c'est la planète qui l'a décidé. Alors voilà, La couleur de l'air, c'est donc le 3e volet de la trilogie Le coup de sang. Le coup de sang, c'est en fait le nom que vous avez donné au dérèglement climatique qui s'est abattu sur la Terre. Et alors, je vous en avais parlé tout à l'heure du 11 septembre, ici les problèmes climatiques. En fait, est-ce qu'on peut dire que ce sont tous ces problèmes qui nous entourent, qui vous inspirent au moins cette histoire concernant la fin du monde, en quelque sorte, ou vos histoires en particulier? Non, mais moi, je pense que je vis comme tous ceux qui vivent sur cette planète, je vis cette planète, je la vis elle-même, je vis de l'actualité, je vis des rêves de futur. Le rêve du futur, c'est quelque chose qui est très important, qui se pose comme une vraie question, à savoir quel est l'avenir qu'on prépare pour nos enfants, quel est l'avenir qu'on prépare pour la planète. Alors, donc je suis forcément pris dans ces grands thèmes. Et après un thème aussi lourd que celui de l'éclatement de la Yougoslavie, de la prospective obscurantiste, religieuse obscurantiste, où je mettais en parallèle par exemple la petite ville de Sarajevo qui était bombardée par des nationalistes, etc., et qui finalement devient un peu l'emblème d'un monde futur qui risque un peu les mêmes choses, les mêmes drames. J'ai décidé de passer à quelque chose d'un peu plus, alors sinon plus léger, le terme va vous faire sourire, mais d'un peu plus planétologique, c'est-à-dire que de laisser peut-être derrière les exactions des hommes à travers la géopolitique, la dictature, l'obscurantisme, et se poser la question de la viabilité de la planète. Et on se rend compte que tout ça est lié, malgré tout, que la géopolitique, elle est en même temps, elle a une incidence directe sur l'évolution de la planète. Et donc le coup de sang, c'est en fin de compte une réaction humaine de la planète elle-même. C'est elle qui décide à un moment donné de dire stop, assez joué, c'est moi qui réorganise les choses. Vous les humains, vous avez mal traité, vous m'avez mal traité, vous avez mal joué votre carte, il faut tout recommencer. C'est un peu ça la règle du jeu. Et donc la réaction humaine que je prête à la planète, c'est là que démarre la notion de fable, parce que le coup de sang, c'est un terme qui s'adresse à l'être humain. Pour piquer un coup de sang, eh bien la planète, elle le fait à sa manière. Alors certains disent que vous êtes pessimiste. Moi, je n'irai pas jusque-là. Ce sont des thèmes que vous abordez qui sont graves, des dessins souvent qui sont sombres, mais vous restez résolument, je crois, un optimiste, parce que souvent les histoires se finissent bien. Oui, non, mais ça, de toute façon, mais... Alors est-ce qu'il faudrait moi je peux rien faire, par exemple les images que l'actualité nous balance en permanence en flux continu, moi je peux pas les colorer, je peux pas leur donner du sens, un sens positif, alors qu'elles sont toutes négatives et qu'elles sont toutes plus pessimistes que le plus pessimiste des humains. Donc moi je travaille une matière qui est celle du monde d'aujourd'hui. Alors effectivement, moi je prends une distance, et dans cette distance qui peut apparaître sombre, parce que alors là volontairement j'avais choisi une technique monochrome, c'est vrai.
qui me permet de revenir encore mieux à la couleur lorsque je le décide. Mais en tout cas, cette technique monochrome, elle est quand même, si on lit bien, il y a un décalage permanent. Et je ne dis pas qu'il y a un second degré, mais il y a une forme de dérision et un humour qui flotte sur tout ça. Donc c'est quand même, on est dans une fable, on n'est pas dans quelque chose de réaliste et de pesant. Voilà. Moi je pense que c'est, malgré les apparences, c'est plutôt léger, c'est de l'ordre de la fable. Une fable, ça doit malgré tout rester un peu flottant. Alors à propos de couleur, justement, et là encore je vous cite, la couleur est un élément de narration, elle sert à raconter l'histoire. La couleur sert à raconter aussi l'histoire. Et là c'est évident. Il y a un moment donné, la couleur réapparaît. D'ailleurs, dans un petit matin, comme ça, au réveil, c'est Kim, le personnage de Kim, qui se trouve confronté au retour de la couleur, alors qu'elle vient de passer une nuit avec Bacon, mais une nuit où il ne s'est rien passé, où c'est une nuit où voilà, il y a quelque chose qui est amorcé aussi par la notion de couple qui était déjà présente dans Julia et Rome, puisque je sauve quand même le couple d'une mort annoncée, hein, puisque Shakespeare ne fait pas de quartier dans ces cas-là, hein, on sait que ça finit mal. Et donc voilà, c'est un peu comme un espoir qui renaît et comme une nouvelle donne, comme un nouvel horizon qui se dégage. Voilà. Et c'est pour ça que je ne peux pas parler des 3 dernières pages de cette trilogie, parce que tout est contenu là, c'est là que le basculement se fait. Et la dernière image, faut essayer de ne pas la voir avant de tourner la dernière page. Mais c'est vrai que la couleur a là une véritable fonction narrative. Et plus que ça d'ailleurs. Et puis alors, il y a effectivement beaucoup de citations, notamment dans le dernier volet. On sent vraiment là que vous vouliez allier à la fois la bande dessinée et la littérature. Alors non, moi je dirais pas que j'allie la bande dessinée à la littérature. C'est pas du tout. C'était pas le propos. C'est que la planète décide de garder dans son disque dur, elle a gardé dans son disque dur le meilleur de l'humain, peut-être le meilleur de l'esprit humain. Elle abrase la mémoire de tous ceux qui ont survécu. Sans altérer leur intelligence, puisque les hommes vont rester intelligents, mais elle abrase la mémoire, et en même temps, elle garde, dans sa mémoire, elle garde les écrits, l'esprit de l'humanité qu'elle a décidé de reformater. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Hein. Donc ces citations sont là, elles viennent un peu de manière souvent inattendue, parce que c'est les événements qui amènent ces citations, et elles font preuve simplement d'un fond. On va dire que l'homme va repartir avec quand même un fond solide de l'intelligence humaine. Donc c'est une forme d'encyclopédie que la planète a décidé de garder. Enki Bilal, pour terminer cet entretien, ce n'est pas une question piège, mais je voulais vous demander si vous aviez un livre ou un auteur que vous pourriez ici conseiller à ceux qui nous écoutent. Alors écoutez... comme un livre de référence ou un auteur de référence. Écoutez, un livre qui est, je ne sais pas s'il a été réédité, qui était le titre, je me souviens plus du titre, mais qui était, enfin tout le monde vous le reconnaît très facilement, c'est l'essai de Houellebecq sur Lovecraft. C'est l'un des tout premiers livres de Michel Houellebecq, l'essai sur l'auteur américain Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, qui est un essai assez impressionnant. Et puis un auteur, je citerai un romancier, un auteur vraiment que j'aime beaucoup pour son écriture, son style, sa singularité, c'est Echenoz, c'est Jean Echenoz, qui est un auteur qui me réjouit. À chaque fois que je lis Echenoz, je sais pas, il y a quelque chose de pétillant, de fin, d'agréable dans la lecture de Echenoz. Alors Echenoz, il y a énormément, il y a Tesla, il y a eu Tesla, enfin le personnage de Tesla, il a pris récemment des personnages. Il y a eu aussi Émile Zatopek, il y a eu le dernier volume, c'est sur la guerre de 14-18 qui est absolument remarquable. Voilà, donc c'est un romancier très très précieux. Merci Enki Bilal.